La Chine est un pays très peuplé d'Asie de l'Est. Son territoire immense présente des paysages variés. Prairies, déserts, montagnes, lacs, rivières et plus de 14 000 km de littoral. Pékin en est la capitale actuelle. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants, soit environ un sixième de la population mondiale, elle est le pays le plus peuplé du monde. Durant sa longue histoire, elle a eu un impact important sur le monde dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche, l'économie ou encore la guerre. Il n'est donc pas surprenant que l'on observe de nombreux projets dirigés par la Chine concernant ces différents domaines. Parmi eux, deux retiendront notre attention, le collier de perles et les nouvelles routes de la soie. Nous allons pouvoir examiner ces sujets de près depuis notre laboratoire, donc prenez place et profitez bien de cette nouvelle expérience. Le laboratoire de Frankenstein. Directement dans le vif du sujet, la stratégie dite du collier de perles a été mise en place par la République populaire de Chine afin de garantir la sécurité de ses voies maritimes jusqu'au Moyen-Orient dans l'optique d'assurer l'approvisionnement énergétique du pays. Le nom de collier de perles date de 2004 et a été mentionné pour la première fois dans un rapport interne du département d'État américain intitulé Energy Futures in Asia. Depuis 2008, la Chine donne la priorité aux constructions navales militaires d'après le 6e livre blanc chinois sur la défense nationale. Depuis cette date, la Chine est devenue la 3e puissance navale en termes de tonnage et a dépassé celle de la Russie en 2016. Les chantiers navals chinois développent des nouvelles techniques telles que la construction de sous-marins, de frégates, de bâtiments amphibies ou encore de bâtiments sous-marins. De ce fait, la marine chinoise est passée d'une marine côtière traditionnelle à une marine océanique. La stratégie du collier de perles consiste dans le rachat, la construction ou la location pour une durée limitée d'installations portuaires et aériennes allant des ports chinois jusqu'au détroit d'Ormuz et aux côtes orientales de l'Afrique avec par exemple le détroit de Bab el-Mandeb via les rives de l'océan Indien. La Chine, consciente de sa dépendance énergétique vis-à-vis des autres pays mais également de la faiblesse de ses routes commerciales, place stratégiquement ses forces navales afin de sécuriser ses passages. Le président Hu Jintao avait initié un vaste programme censé répondre à ces contraintes et nouveaux enjeux auxquels doit faire face la Chine. Le collier de perles s'inscrit donc dans une stratégie d'expansion du contrôle chinois sur la mer de Chine méridionale et de la mer de Chine orientale, où se trouvent les champs de Qianqiao, riches en ressources gazières. Il faut savoir que cette zone du monde est celle dans laquelle les flux commerciaux sont les plus importants. Et la Chine doit également partager cet espace avec ses voisins japonais. De plus, près de 80% des importations énergétiques chinoises transitent par la mer de Chine méridionale et 40% des besoins en hydrocarbures viennent du Moyen-Orient. Pour mener à bien cette stratégie, Pékin a développé un grand nombre de projets en Asie méridionale qui ont eu des conséquences immédiates sur les relations avec les pays voisins. La Chine fait alors son grand retour sur la scène internationale. On parle de puissance réémergente et ne cache pas ses ambitions hors normes. Elle devient rapidement un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole avec une consommation qui augmente de façon exponentielle. 60% de ses importations proviennent du Golfe arabo-persique et de l'Afrique, notamment d'Arabie Saoudite, du Yémen, d'Iran, d'Angola, du Nigeria et du Soudan. Sa croissance et son dynamisme économique accroît rapidement cette dépendance alors que la Chine se classe deuxième consommateur mondial de pétrole en 2003 avant de devenir le deuxième importateur mondial en 2004 derrière les États-Unis et devant le Japon. 80% de l'approvisionnement chinois en pétrole transite par la mer, dont 85% par le détroit de Malacca. L'exposition et la vulnérabilité de la Chine en matière d'approvisionnement énergétique est indéniable, d'autant qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la protection de cette voie maritime, faisant du dilemme de Malacca un enjeu sécuritaire majeur. Point de passage obligé le plus rapide et le plus court entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale, le détroit de Malacca, qui est aussi l'artère maritime la plus congestionnée, est la deuxième voie maritime derrière le canal de Suez. 50% du pétrole mondial, dont près de 90% de celui à destination du Japon, et environ 70% des flux commerciaux chinois transitent également par ce détroit.
Malacca revêt une importance stratégique pour l'économie mondiale, en particulier pour les pays d'Asie orientale comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Chine. Cependant, à la différence des 3 premiers pays, la Chine n'est pas un allié des États-Unis appelé le protecteur des voies maritimes mondiales. La Chine est même considérée comme un rival, ce qui accroît considérablement le sentiment chinois de vulnérabilité. Ainsi, le dilemme de Malaga n'est pas seulement un enjeu géopolitique, mais s'inscrit dans un cadre géopolitique bien spécifique. La réorientation progressive des priorités stratégiques chinoises des suites de l'élargissement des contours du dilemme de Malacca a conduit la Chine à approfondir et à préciser son approche de sécurité énergétique sur la base de 3 éléments. La perception d'une instabilité récurrente des principales zones de production pétrolière, l'explosion des besoins énergétiques, en particulier en pétrole, et la nécessité de disposer des moyens pour sécuriser les routes commerciales en provenance de la Corne de l'Afrique et du Golfe arabo-persique. La région de l'océan Indien apparaît alors comme le nouveau centre de gravité de l'économie chinoise et des intérêts stratégiques de la Chine, qui s'emploie à élaborer une stratégie afin de protéger ses intérêts outre-mer, en particulier dans cet océan. Cette stratégie repose sur une vision géoéconomique et géopolitique. Elle se décline par une construction de corridors énergétiques et par une politique portuaire particulière autour d'un vaste réseau de relais situé sur tout le pourtour de l'océan Indien, ce qui permet de disposer d'un soutien logistique important lors de déploiements outre-mer de l'armée populaire de libération. Les priorités se déplacent d'une armée de terre traditionnellement dominante à une marine et une armée de l'air désormais choyée. Ainsi, la future puissance navale chinoise doit s'articuler autour de ses sous-marins, de porte-avions et de capacités amphibies qui permettront de remplir les objectifs fixés. Disposer des capacités de contestation de la maîtrise des mers et de projection de puissance et de force, et assurer une présence à proximité des zones d'intérêt stratégique. À ces 3 outils s'ajoutent des bâtiments d'escorte et de soutien chargés de participer aussi bien à la protection des routes maritimes qu'au combat naval. Cette ambition chinoise suscite discussions et craintes aux États-Unis, en particulier son accès maritime. Les théoriciens de la menace chinoise trouvent de plus en plus d'échos et évoquent le collier de perles pour actualiser et restructurer leur argumentaire, s'interrogeant notamment sur l'adéquation de ces projets avec la stratégie du développement pacifique. Inauguré au milieu des années 1990 par le prédécesseur d'Un Qintao, Jiang Zemin. En réalité, la suspicion réciproque entre les États-Unis et la Chine alimente une perception biaisée de la menace, entraînant des réactions qui ne fut que la conforter. Présenté pour la première fois comme priorité stratégique dans le 9e livre blanc de la défense en 2015, le domaine maritime est au premier plan de la vision du développement national de Xi Jinping. Dès 2012, il déclarait vouloir faire de la Chine un grand pays maritime, marquant un tournant dans la stratégie chinoise qui s'est toujours définie comme une puissance continentale. Le 9e livre blanc commande ainsi à la marine chinoise de mettre davantage l'accent sur la protection des mers ouvertes et de passer progressivement d'une stratégie de défense des eaux au large des côtes à une stratégie combinée de défense de ces eaux et de protection en haute mer. Donc, cette stratégie de défense, et notamment des différentes routes commerciales, va de pair avec la deuxième partie de notre sujet, les routes de la soie. Historiquement, la route de la soie est un ancien réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant la ville de Shangyang, actuelle Xi'an en Chine, à la ville de Antioche, en Syrie médiévale, aujourd'hui en Turquie. Elle tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transite, la soie. Attestée à partir du IIe siècle avant notre ère, la route de la soie mire en contact l'Europe et l'Asie. Navires circulaient marchands, diplomates, techniciens, soldats et religieux, qui participèrent à la diffusion des objets et des savoirs. Les origines de cette route prennent racine il y a 2150 ans, lorsque l'empereur de Chine Wudi de la dynastie Han envoya une mission, dirigée par l'officier Zhang Qian, vers le royaume des Huehi, situé très loin à l'ouest, en Bactriane. Son but était d'organiser avec celui-ci une alliance stratégique contre leur ennemi commun, les nomades Xiongnu. L'ambassadeur revint 13 ans plus tard, riche d'informations sur les pays traversés, jusqu'alors inconnus des Chinois, tels que le Xinjiang, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, la Perse et au-delà. La Chine avait découvert l'Occident, réalisant l'ouverture à l'Ouest. Alors se mirent en place, l'État après l'État, des relations diplomatiques et commerciales. Tel fut le début de ce que nous appelons aujourd'hui la route ou les routes de la soie. Un réseau itinéraire commerciaux transcontinentaux allant de la Chine à la Méditerranée via l'Asie centrale et l'Iran, complété de routes maritimes. Par ces itinéraires circulaires des marchandises dont la principale, au départ de la Chine, était la soie, ainsi que les valeurs scientifiques et techniques
les religions et les arts. La nouvelle route de la soie, ou la ceinture et la route, stratégie aussi appelée OBOR en anglais, pour One Belt, One Road, est à la fois un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine et l'Europe, passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Outre l'amélioration de la connectivité ferroviaire, il s'agit aussi d'une stratégie de développement pour promouvoir la coopération entre les pays sur une vaste bande s'étendant à travers l'Eurasie et pour renforcer la position de la Chine sur le plan mondial. Par exemple en préservant la connexion de la Chine avec le reste du monde en cas de tension militaire sur ces zones côtières. La nouvelle route de la soie a été dévoilée à l'automne 2013 par le gouvernement chinois en tant que pendant terrestre du collier de perles. Elle est l'une des priorités de la diplomatie chinoise sous la présidence de Xi Jinping. Cette politique titanesque chinoise de construction d'infrastructures portuaires, ferroviaires, terrestres dans le bassin méditerranéen lui permettra de s'approvisionner en matières premières et de se mettre sur le devant de la scène internationale. Cette politique titanesque poursuit plusieurs objectifs complémentaires. D'abord, elle soutient le commerce chinois et lui permet de sécuriser ses approvisionnements en matières premières depuis les pays en développement, essentiels à son économie. Ensuite, elle lui permet de renforcer ces régions souffrant d'un retard de développement en les connectant à d'autres zones à l'ouest. Enfin, elle participe à l'essor du rêve chinois d'une volonté politique formulée en 2013 par Xi Jinping et visant notamment à remettre la Chine sur le devant de la scène internationale. On estime qu'une soixantaine d'États ont bénéficié de capitaux chinois liés à ce projet. Les sommes sont colossales. Selon des estimations, la Chine a déjà dépensé quelques 200 milliards de dollars. Plus généralement, les investissements chinois dans les pays concernés de 2014 à mi-2018 s'élevaient à plus du double, soit 410 milliards de dollars, estime le cabinet Euler Hermes. Selon la banque Morgan Stanley, les investissements chinois cumulés dans les pays des routes de la soie dépasseront 1200 milliards de dollars d'ici 2027. Ici, nous avons vu que la Chine entreprend des projets monstrueux depuis les dernières décennies. Elle a un rayonnement très important dans la plupart des domaines. Le collier de perles et les routes de la soie en sont des exemples parfaits. Mais on peut alors se demander, la Chine deviendra-t-elle le leader du monde dans les années à venir ? Mais nous répondrons à cette question une autre fois. Pour l'instant, nous en avons fini. Nous vous remercions d'avoir suivi notre expérience et je vous demande de nous retrouver encore une fois dans une autre dimension. Le laboratoire de Frankenstein.